Heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour votre temps de l'information sur MTV+. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, les villages Cannes, une offre économique attrayante pour les petites et moyennes entreprises. Cameroun, premier vaccin contre le paludisme. Enfin, Centrafrique, 200 millions de dollars pour la construction du nouvel aéroport international. Bienvenue en Côte d'Ivoire, nous sommes de plein pied dans la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Et à cet effet, des villages Cannes, des endroits aménagés pour permettre aux amoureux du football de vivre pleinement la grande messe du football africain sont devenus des opportunités d'affaires pour les petites et moyennes entreprises. En Afrique, les petites et moyennes entreprises, de par leur dynamisme et la facilité d'adaptation que leur confère leur taille, contribuent à améliorer la compétitivité et à accroître les processus de restructuration des économies des pays. En Côte d'Ivoire, les villages Cannes, permettant aux populations de vivre dans la gaieté les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, représentent une opportunité d'affaires pour les PME. Mohamed Diabaté, entrepreneur spécialisé dans la vente de beignets, communément appelé Nyomi, espère accroître sa clientèle. Aujourd'hui, c'est une canne qui est vraiment médiatisée, qui était vraiment attendue au niveau de la population ivoirienne. Donc, en tant que PME, ça nous permettra de toucher plus de clients, de montrer à la Côte d'Ivoire ce qu'on sait faire, mais aussi de montrer à l'extérieur tout ce qu'on sait faire. Comme Mohamed, nous retrouvons Madame Bey, qui, elle, sénégalaise d'origine, profite de cet espace pour faire découvrir la culture sénégalaise au travers de ses mets. L'importance des villages Cannes, c'est d'être en contact avec plusieurs couches de la population. Voilà, et ça nous permet aussi, en quelque sorte, de mener une étude et savoir aussi qu'est-ce qui intéresse la population au juste. Dans les communes du district autonome d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, les villages Cannes sont installés afin de permettre aux habitants de mieux communier autour de la fête du football africain. Ici, c'est un quartier qui est très calme. Donc, avoir un village Cannes ici, ça nous fait du bien en fait. Ça nous permet de sortir, venir se divertir. Parce que si ce n'est pas un village Cannes, tu ne peux pas voir des habitants réunis ici, c'est rare. Donc, ça nous réunit, c'est bien. Le simple fait de retrouver des Ivoiriens rassemblés dans un endroit, c'est la meilleure des choses qu'on puisse demander en fait. Voilà, donc là, c'est un point de rassemblement, ça pousse l'Ivoirien à la solidarité et encore plus au partage. Perçu comme une opportunité d'affaires pour les PME, ce sont plusieurs millions de francs CFA qui seront engrangés comme bénéfices par les entreprises et prestataires ivoiriens et africains dans les villages Cannes durant la compétition. La cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi s'est déroulée en présence d'une délégation de plus de 40 personnes conduite par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement le 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Le stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux couleurs des grands jours le 20 janvier 2024 pour l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu pour un second mandat lors de la présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73,34% des suffrages. Le président congolais s'inscrit dans la continuité de ses projets entamés en 2018. C'est notamment le cas du développement équitable des 145 territoires du pays. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a dessiné les grandes lignes de sa politique pour les 5 prochaines années. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat, qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision.
Plus de 40 délégations conduites par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie solennelle d'investiture du président Félix Tshisekedi. L'événement fastueux a été placé sous le thème « Tous unis pour la RDC » avec pour point d'orgue une audience spéciale de la Cour constitutionnelle. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. En République démocratique du Congo, l'opposition prévoyait une mobilisation massive des populations pour une marche pacifique le 20 janvier, parallèlement à la prestation de serment du président Tshisekedi. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Floribert Anzuluni ont finalement renoncé à saisir l'hôtel de ville de Kinshasa pour obtenir une autorisation de marcher, ont indiqué des sources gouvernementales. Après les inondations qui ont frappé le Congo-Brazzaville, c'est près de 75 mètres cubes d'eau par zone qui ont fait des sinistrés. Selon l'ONU, 350 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a tenu une conférence de presse au sujet des inondations qui ont touché la République du Congo-Brazzaville, dressant un bilan alarmant sur 6 décennies qui témoignent d'intempéries records. Les pluies extrêmes qui s'abattent sur le pays depuis octobre dernier ont fait déborder les berges de l'Ubangi, un affluent du fleuve Congo. Le pays avait déclaré l'état d'urgence pour inondation. A déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus exceptionnel depuis les inondations catastrophiques de décembre 1961. En décembre 2023, le débit mesuré était de 74 300 mètres cubes par seconde. Et le 9 janvier, il a atteint 75 000 mètres cubes par seconde. Selon Jens Larke, porte-parole du Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, il y aurait actuellement 1,8 million de sinistrés au Congo. 350 000 d'entre eux nécessitent une aide humanitaire dont l'acheminement reste problématique. L'accès est difficile en raison des inondations et de nombreux villages ne peuvent être atteints que par bateau ou par canoë. Les agences des Nations Unies ont élaboré un plan de réponse en collaboration avec le gouvernement, doté d'un budget d'environ 26 millions de dollars. Les secteurs prioritaires concernent les abris, la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et les installations sanitaires. Mais il ne s'agit là que de mesures immédiates. Selon nos premières estimations, 2300 hectares de terres cultivées ont été inondés, ce qui suscite des inquiétudes en matière d'autosuffisance alimentaire. Par exemple, les arbres fruitiers et le matériel de pêche ont été détruits et le bétail a péri. Une allocation de 3,6 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence a d'ores et déjà été allouée pour répondre aux besoins les plus urgents de 270 000 personnes. Un financement international plus important sera nécessaire selon Jens Larke. Nous sommes à présent au Cameroun qui a lancé la vaccination systématique contre le paludisme. C'est le premier pays au monde à adopter cette mesure. Suivant cet élément. Le Cameroun lance la vaccination systématique contre le paludisme, la première au monde en dehors des essais cliniques. Étape majeure dans la prévention de la maladie transmise par les moustiques, selon l'Alliance vaccinale Gavi et l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons déjà d'autres pays qui ont reçu des doses grâce au travail que nous effectuons avec l'UNICEF, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Bénin. Le travail continue et nous avons 12 pays qui recevront 18 millions de doses du vaccin RTS sur la période de 2024-25. L'OMS estime à environ 250 millions le nombre de cas de paludisme et 600 000 décès chaque année à travers le monde, dont 94% en Afrique, en majorité des enfants. L'intensification du vaccin contre le paludisme grâce à des plateformes de vaccination solides et bien établies devrait sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Sur la base des données d'essais cliniques, il a été démontré que les vaccins antipaludiques réduisent de plus de moitié les cas cliniques de paludisme au cours de l'année qui suit la vaccination, et ce niveau d'efficacité augmente lorsque le vaccin est administré de manière saisonnière. Cela prévient environ 75% des cas de paludisme.
Même si le taux de mortalité dû au paludisme est en baisse, il reste tout de même plus élevé qu'avant la période de Covid-19, selon l'OMS en Afrique. Le gouvernement centrafricain a signé à Bangui le 19 janvier un accord d'investissement avec un consortium d'investisseurs émiratis. L'accord porte sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui sur financement des Émirats arabes unis. Avec une proposition d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devait s'étendre sur une période de 2 ans. Le 19 janvier 2024 a été signé un accord d'investissement portant sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui entre les autorités centrafricaines et un consortium d'investisseurs émiratis. Financé à 100% par les investisseurs émiratis, en mode financement, construction, opération et transfert à l'État, le nouvel aéroport international de Bangui sera construit sur un terrain d'une superficie de 300 hectares. Actuellement, le pays d'Afrique centrale dispose d'un principal aéroport international à Bangui, Mponko, construit entre 1964 et 1967. Donc, il y a un tel accord va permettre de désenclaver ce pays d'Afrique centrale qui, pendant longtemps, comptait sur son voisin camerounais en termes d'importation ou en termes d'exportation pour pouvoir écouler ses biens et services. La construction d'une telle infrastructure aéroportuaire va permettre alors de renforcer l'axe Bangui-Dubaï. Avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devra s'étendre sur une période de 2 ans. Outre la construction de cet aéroport, plus de 120 milliards de francs CFA seront également mis à disposition pour livrer 6 pistes, un terminal passager, un autre pour le fret, des entrepôts de stockage, des immeubles de bureaux et d'administration, un centre commercial et des hôtels 5 étoiles. En Afrique centrale, en dehors du Cameroun et le Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale, la Centrafrique n'a jamais été considérée comme étant un terrain privilégié et stratégique en dehors de ses ressources minières en tant que tel. De tels investissements aujourd'hui pourront accélérer les programmes de développement dans ce pays d'Afrique centrale. À travers ce projet, les autorités centrafricaines voient un moyen de désenclavement du pays et le début de grands projets d'infrastructure. Toutefois, plusieurs acteurs politiques et économiques centrafricains rappellent les promesses non réalisées comme l'installation du siège africain des BRICS à Bangui ou encore les travaux d'aménagement de l'île des Singes, dont une partie avait été cédée au Qatar en 2009. Les participants au Forum économique mondial de Davos ont réfléchi à la prédominance des discussions sur l'intelligence artificielle lors des réunions, alors que le forum se clôture jusqu'à l'année prochaine. Suivons cet élément pour plus de détails. Clap de fin ce vendredi du Forum économique mondial de Davos qui s'est tenu en Suisse du 15 au 19 janvier. Avec l'émergence de ChatGPT et d'OpenAI, l'intelligence artificielle a dominé les tables rondes. Les discussions ont relevé la nécessité d'encadrer son développement et d'agir pour prévenir des dérives potentielles. La question la plus importante qui a été discutée ici par presque tous les délégués, c'est la direction que prend l'intelligence artificielle. Ce qui est passionnant, c'est qu'elle n'est pas vraiment contestée par les acteurs en place. Habituellement, quand vous avez une nouvelle technologie, des personnes très puissantes estiment qu'elles doivent l'arrêter, comme avec le changement climatique et la transition énergétique qui essaie de supprimer les combustibles fossiles. Mais chaque entreprise, chaque gouvernement influent comprend que c'est quelque chose qu'il faut déployer et utiliser pour leurs bénéfices. Donc il y a beaucoup d'implications potentiellement perturbatrices, mais cela ne va pas ralentir l'évolution de l'IA. Alors peut-être que 2024 sera une année fascinante, ou peut-être que pas du tout. La réunion annuelle du Forum économique a souligné la persistance des défis allant des conflits géopolitiques aux préoccupations concernant l'IA qui suscitent un manque de confiance chez les décideurs internationaux. Je pense qu'il est irréaliste de penser que ce forum ou un autre, en une réunion, peut reconstruire la confiance lorsqu'elle est fragmentée sur autant de dimensions. Je pense cependant que le nombre de dizaines de milliers de conversations avec des dirigeants du monde entier et différentes communautés, le secteur social, privé et public, cela aide à créer un point de départ pour reconstruire la confiance. Mais cela ne résout pas le problème.
Les participants ont conclu que le panorama économique mondial offre des perspectives plus encourageantes que prévues. Cependant, l'incertitude persiste en raison des conflits et des élections imminentes dans des régions clés. En Europe, manifestation des agriculteurs dans plusieurs pays du continent et cela sans concertation. Ces derniers se plaignent de taxes trop élevées et réclament des subventions équitables. Les agriculteurs de plusieurs pays européens ont lancé des mouvements de protestation sans se coordonner pour le moment. En Roumanie, agriculteurs et camionneurs sont mobilisés depuis 1 semaine et demie. Ils réclament des taxes moins élevées et des subventions plus équitables. Les discussions avec le gouvernement ont commencé il y a quelques jours, mais elles ont échoué. En Allemagne aussi, les agriculteurs protestent contre la fin de certaines subventions. Samedi, ils manifestaient à Berlin avec des militants écologistes. Ensemble, ils forment l'alliance appelée « On en a marre ». Les agriculteurs disent soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement, mais ils ont pour cela besoin de prix équitables. Le gouvernement français est lui aussi préoccupé par les revendications de ces agriculteurs. Elles sont proches de celles des Allemands. Les agriculteurs français mènent des actions de blocage d'autoroutes, surtout dans le sud-ouest du pays. J'ai pris un réel plaisir à vous présenter cette édition de l'information qui prend fin maintenant. Je vous souhaite à vous, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.